Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour une nouvelle émission. On valorise son patrimoine, on se pose les bonnes questions et on va se poser une question aujourd'hui un peu polémique. Que se passe-t-il en Chine ? D'un côté, nous avons le marché de l'immobilier qui s'est effondré, 20, 30, 40, 50% de la valeur de l'immobilier résidentiel en Chine s'est effondré, a baissé. Des grosses sociétés immobilières et de promotion immobilière se sont également, ont vu leur cours baisser, ont vu leur valeur diminuer à portée de main, en tout cas comme neige au soleil. Effectivement, c'est un terme de circonstance. Et en plus, on a le sentiment aujourd'hui que l'économie chinoise ralentit, les taux d'intérêt ont baissé, les Chinois sont obligés d'utiliser le quantitative easing, c'est-à-dire de créer de la monnaie pour relancer leur économie. Bref, que se passe-t-il en Chine ? S'approche-t-on d'une crise économique ? Si on s'interroge sur cette partie-là, ceci n'est pour l'instant et c'est ce que l'on va démontrer dans cette émission, ce ne sont que des pensées de l'esprit, ce ne sont que des concepts et ce ne sont finalement que des paroles non réfléchies. Que se passe-t-il en Chine ? Contrairement à tout ce que j'ai dit, la Chine va très bien. Et on va en discuter d'une manière générale parce que tout d'abord, l'Asie du Sud-Est et l'Asie va très bien. Revenons sur un schéma qui est assez important et un point qui est assez important. Aujourd'hui, nous avons 50% du chiffre d'affaires de toutes les sociétés du monde qui est réalisé dans une zone qui part de Hong Kong et qui s'étend à peu près aux alentours de 2000 km aux alentours. Ça s'appelle ce que les économistes lui ont donné le nom du cercle de Valéry Pieris, nom effectivement qui est très usité. Donc premier point, la Chine a priori va mal. Quand même assez compliqué de le croire, premier point, puisque l'Asie du Sud-Est se concentre aujourd'hui, toutes les plus grandes richesses, concentre également toutes les plus grandes entreprises, et c'est là que le business, la valeur, est ainsi créée. Pour illustrer ce propos, une auditrice et un auditeur avisé auront noté que 2 points. Le premier, c'est que Air Liquide a récemment installé une de ses filiales au Japon. Et s'il l'a installée au Japon, ce n'est probablement pas pour la qualité du poulet teriyaki, ni pour la qualité des sushis, mais bien parce que c'est là que l'économie est en train de se développer. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, les autres les auditrices et auditeurs spécialistes se souviendront que Schneider Electric, société grenobloise, à la base, s'est développée et a développé son siège social, ou en tout cas une grosse partie de son activité en Asie, sur un axe Singapour-Hong Kong. D'ailleurs, son PDG de l'époque, avant qu'il soit changé et modifié, avait dû déménager dans cette zone-là entre Hong Kong et Singapour. Donc, comment imaginer que la Chine va mal alors même que cette zone asiatique va très 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 bien et notamment concentre les richesses économiques. Deuxième point qui va en faveur d'une Chine qui fonctionne bien, d'une Chine qui avance, c'est également le fait qu'aujourd'hui, sur les 7 villes sur les 100 villes qui ont la croissance la plus importante du monde, on en a 7 aujourd'hui qui se situe exclusivement en Asie. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui Tokyo, j'ai Delhi, j'ai Shanghai notamment, qui sont des sociétés qui ont une croissance en termes de population qui est l'une des plus fortes du monde, et on en a 7 dans le top 100 qui ont cette croissance la plus rapide. Et d'une manière générale, j'ai 69 des 100 villes les plus importantes du monde qui sont également en Asie du Sud-Est en termes de taille. Donc c'est difficile effectivement dans ces conditions d'imaginer que nos amis chinois se portent très mal, puisque l'Asie aujourd'hui et continent dans lequel ils sont est un pays qui est un continent qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'était pour le premier point. La Chine va bien puisque l'Asie du Sud-Est fonctionne bien. Après, au niveau aujourd'hui de la Chine au sens propre du terme et particulier, reprenons un terme notamment sur l'immobilier. On a souvent dit
et on dit encore que il y a eu une crise immobilière en Chine et que cette crise immobilière, elle est similaire à celle qu'on a vécue en Europe dans les années 2000, notamment en Savoie et Haute-Savoie, ou plus largement aux États-Unis dans les années 2008. Eh bien, notre lecture est a priori pas tout à fait juste et ne l'est pas du tout d'ailleurs. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont provoqué volontairement cette crise immobilière pour les motifs suivants. Ils se sont rendus compte que un certain nombre d'investisseurs chinois, un certain nombre d'habitants chinois consacraient l'essentiel de leurs revenus, l'essentiel de leur patrimoine à développer et à acquérir de l'immobilier. Donc ça, c'était le premier point qu'ils ont constaté. Le deuxième point qu'ils ont constaté, c'est que les banques chinoises, d'une manière générale, finançaient davantage les opérations immobilières qu'elles finançaient les activités économiques classiques, l'automobile, on y reviendra, les semi-conducteurs, on y reviendra, et puis évidemment les télécoms, on y reviendra. Donc fort de ce constat-là, les Chinois se sont dit finalement, on ne veut pas deux choses. La première, c'est qu'on doit aujourd'hui être capable de se développer en termes d'industrie, en termes de technologie pour ne pas dépendre des Américains. Rappelons-nous quand même sur ce point 1, c'est que en 2018, on a l'arrestation de la directrice administrative et financière de Huawei, j'ai oublié son nom, et on a globalement les Américains qui disent au monde entier, à partir de maintenant, vous n'allez plus mettre les Chinois dans des conditions où ils pourraient effectivement développer leur activité de semi-conducteurs. Donc, premier point, pourquoi les Chinois ont provoqué une crise de l'immobilier ? C'est parce qu'ils voulaient que les banques aient l'occasion de financer davantage des activités économiques pour reprendre leur indépendance économique. Donc, cette crise immobilière, elle est pas agréable. Elle a abouti effectivement à des faillites dans le domaine de la promotion immobilière et puis également des pertes de valeur de patrimoine pour les investisseurs chinois, mais elle était voulue et on verra dans une troisième partie et dans un peu plus tard dans l'émission que finalement ce choix-là a été gagnant. Deuxième point pour lequel les Chinois ont provoqué cette crise immobilière, c'est que finalement ils ont voulu éviter ce qui se passe aujourd'hui en Europe ou même aux États-Unis, à savoir l'immobilier est réservé de par ces augmentations de prix à une certaine typologie de population plutôt âgée, puisque par définition, c'est plutôt quand on a un certain âge qu'on arrive à avoir un certain niveau de patrimoine. C'est pas valable tout le temps, mais c'est quand même le cas aujourd'hui. Et finalement, force est de constater que quand on voit l'évolution de l'immobilier en France, par exemple, au cas particulier, eh bien tout le monde ne peut pas être propriétaire dès lors qu'il a par exemple 2 enfants. Un couple, 2 enfants, 4 personnes, difficile d'être propriétaire aujourd'hui sur Paris, tant les prix de l'immobilier dans certains arrondissements ont augmenté. Donc là, les Chinois ne voulaient pas ça, ne voulaient pas que l'immobilier, parce que finalement, il attirait l'essentiel des investissements des Chinois, se retrouve à un prix tellement élevé, et puis également la majorité des financements des banques se retrouve à un prix tellement élevé qu'il soit réservé à une élite. Ce n'était pas le souhait des Chinois. Et donc, finalement, ce qu'on est en train de juger aujourd'hui de notre œil d'Européens, et puis quelque part, vous qui nous écoutez aujourd'hui en termes d'investisseurs, eh bien, c'est que la Chine est dans une situation économique délicate parce qu'elle est subie. Et non, notre avis, enfin en tout cas pas notre avis, mais on pourrait s'interroger et se dire, mais en fait, c'était voulu, c'était pensé, et ça a même abouti à des choses finalement très sympathiques. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que cette politique qui a consisté à rediriger l'épargne des Chinois et l'épargne et les financements des banques vers d'autres secteurs d'activité qu'on a évoqués, les télécoms, la technologie avec les semi-conducteurs, l'automobile, les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'aujourd'hui les Chinois ont à montrer pour ça ? Eh bien, je vous propose qu'on les prenne point par point. Tout d'abord, notons qu'aujourd'hui, la Chine est un des rares pays du monde, si ce n'est pas le seul, à avoir un excédent commercial, c'est-à-dire la différence entre ce qu'ils achètent aux États-Unis, à l'Union européenne, à certains pays d'Amérique du Nord, bref, à tous les pays du monde, la différence entre ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent s'élève à plus de 1000 milliards de dollars. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire d'un pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois arrivent à vendre davantage que ce qu'ils achètent. Et avec ça, ils ont une rentrée de richesse
alors pas tout à fait de la richesse, mais en tout cas ils ont une rentrée d'argent chez eux qui est de 1000 milliards de dollars. C'est énorme, ça correspond à peu près à la moitié de la capitalisation boursière de Microsoft. Ça correspond facilement à 2 à 3 fois la capitalisation boursière de LVMH. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont boursicoteurs, c'est quasiment 6 fois, même un peu plus, la capitalisation boursière de Total. Donc chaque année, il y a un enrichissement de la population chinoise de cet ordre d'idée-là. Donc quelque part, l'argent qui a été investi, plus dans l'immobilier mais ailleurs, a permis aux Chinois de davantage vendre leurs produits à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous retrouvez aujourd'hui dans un schéma où sur les étagères de Walmart, donc la société de grande distribution américaine, vous avez plus de 80% de produits qui sont américains, qui sont chinois. Et ça c'est très important parce que on le pressent. Quand Donald Trump menace Deng Xiaoping d'une guerre commerciale et notamment d'augmenter les tarifs douaniers, sachant que pour l'instant ça n'a pas été fait, ça a été, il a aboyé mais il l'a pas fait. Quelle va être la conséquence de ça ? C'est que les Chinois ont largement le pouvoir, d'une manière générale, de pénaliser tous ceux qui achètent leurs produits. Je vous rappelle, 1000 milliards de dollars d'excédent commercial. Et puis également, au cas particulier, les États-Unis. Si vous êtes Monsieur Stevenson, que vous habitez à New York, ou que vous habitez dans le Connecticut, ou dans l'Arkansas, ou dans le Kentucky, et que vous avez l'habitude d'aller acheter tous les dimanches des petites babioles, et que les babioles, elles prennent 50% ou 60% à cause du retour de bâton de droits de douane que la Chine mettrait aux Américains, vous n'allez pas être content. Et ça, c'est un point qui est très important. Les Chinois, aujourd'hui, ont des excédents commerciaux qui sont majeurs. Et ça, c'est un point qui est vraiment décisif. Donc, les Chinois ont arrêté les investissements des banques, en tout cas, ont redirigé les investissements des banques vers vers des activités économiques, industrielles, etc. Et où c'est qu'on en est sur ces activités industrielles, justement, deuxième point. Eh bien, force est de constater, si on rentre dans le détail de cet excédent commercial, que les Chinois ont plusieurs choses à nous montrer. Déjà, des choses, on va dire, classiques, sur lesquelles, du moins important peut-être, ou en tout cas du moins connu au plus connu. Premièrement, leur système de télécommunication est probablement aujourd'hui l'un des meilleurs du monde. On peut citer la société ZTE, qui est une société aujourd'hui de qualité. La Wi-Fi, la 5 ou la 6G en Chine, c'est un non-sujet. Vous avez accès, y compris dans le train, à un niveau de connexion qui est stratosphérique. Notons également qu'en matière de centrales nucléaires, les Chinois sont aujourd'hui capables de construire des centrales nucléaires en 3 à 5 ans, là où il nous faudrait plutôt une dizaine d'années. Donc, preuve que l'argent qui a été investi dans la recherche, dans la construction de ces centrales nucléaires, finalement, ça a été bien investi. Donc ça, c'est également un point de qualité. Et puis le dernier point, le point le plus notable, on les a pas vus arriver, mais aujourd'hui, les Chinois sont les premiers exportateurs de voitures. Donc c'est-à-dire que les Chinois provoquent en 2019, 2020, 2021, mais disons plutôt 2020, 2021, une énorme crise immobilière en disant on arrête de financer l'immobilier, arrêtez d'investir dans l'immobilier et consacrez votre épargne et les financements bancaires au développement de l'industrie et plus largement de l'économie chinoise. Et en quelques années, parce que c'est minime, en 4 ans, 5 ans, les Chinois sont passés d'usines du monde à fabriquer des trucs sans plus-value, type des coques de téléphone portable, type des porte-clés, des vêtements pas très haut de gamme, des t-shirts et des chemises de mauvaise qualité, donc des trucs plutôt avec un faible savoir-faire, une faible valeur ajoutée, à des centrales nucléaires. Y a-t-il quelque chose de plus compliqué que la construction et la vente d'une centrale nucléaire aujourd'hui? Alors, il y a des choses plus compliquées. Il y a, on est quand même passé. C'est l'une des réallocations de capital la plus rapide, enfin la plus violente que l'on ait pu connaître probablement dans les 50, 60, 80 dernières années. Mais c'est aussi l'une des plus efficaces parce que aujourd'hui, il n'y a pas un secteur d'activité où vous ne voyez pas les Chinois petit à petit voir pointer le bout de leur nez. Aujourd'hui, vous pouvez citer facilement une dizaine ou une quinzaine de sociétés qui fabriquent des voitures en Chine. Alors la plus connue, c'est évidemment BYD. Vous avez exactement Xiaomi qui en fait.
Je vais pas toutes vous les citer à l'antenne. Vous avez pareil pour les lignes aériennes. Vous en avez plus d'une dizaine. Donc aujourd'hui, force est de constater que on a un excédent commercial qui est majeur, qui est extraordinaire. On a et qui est très fort. On a de l'autre côté des sociétés qui sont reconnues de par leur technologie, leur savoir-faire, et la seule chose qui fait qu'elles ne se déversent pas en Europe, c'est simplement qu'on a mis des barrières et des protections. Et tant mieux pour nos produits, tant mieux pour nos entrepreneurs. Et c'est pas le sujet, mais ça n'empêche que aujourd'hui ils sont en position de force, et ça c'est quand même assez notable. Vous prenez par exemple pour vraiment que tout le monde comprenne bien le niveau d'investissement et d'efficacité de l'investissement des Chinois. J'insiste dessus parce que c'est, entre parenthèses, le sujet qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a 3 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'on a à mettre en face de ça ? On n'a pas à mettre des nouvelles autoroutes, on n'a pas à mettre des nouvelles écoles, on n'a pas à mettre des infrastructures. Donc l'allocation du capital, qui est le vrai sujet pour lequel on est en train d'interroger nos dirigeants politiques et qui se font challenger, c'est de dire « Ouais, mais pour 3 000 milliards, j'ai pas acheté grand-chose et j'ai pas vraiment de retour sur investissement. » Les Chinois, ils ont provoqué une crise immobilière, mais ils ont aujourd'hui des champions dans des domaines identifiés. Centrales nucléaires, lignes aériennes, voitures. Et donc revenons sur les voitures. Aujourd'hui, BYD a trois grands modèles qui font de cette société l'une des sociétés leaders du marché. Premièrement, la voiture électrique la moins chère du monde, moins de $10,000. Je vous mets à défi sur Radio Grand Lac 92.1 d'aller me trouver une voiture électrique vendue en Europe qui coûte moins de $10,000. Il y en a pas beaucoup. Techniquement, il y en a même aucune. Puisque le premier prix de pas mal de modèles français, ça doit être une quinzaine de milliers d'euros. Donc déjà, ils sont capables de produire des choses très vite, très fort. Le deuxième point, ils ont monté et inventé, notamment pour les pays du Proche-Orient, des véhicules qui sont amphibies. C'est-à-dire que dans certains pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient, vous avez eu une construction urbaine assez rapide, et cette construction urbaine assez rapide a amené parfois à des mauvais choix architecturaux qui font que il y a des inondations. Pas de problème, les Chinois ont inventé une véhicule amphibie. Et puis la dernière innovation, qui pour moi est probablement l'une des plus notables, reste sans aucun doute l'innovation majeure qui est celle du véhicule hybride avec une autonomie de 1800 km. Arrêtons-nous quelques temps. Et 1800 km, vraiment 1800 km. C'est-à-dire que vous êtes capable de conduire de Londres à Rome sans faire le plein. C'est-à-dire qu'en moyenne aujourd'hui, quelqu'un conduit 10 à 15 000 km par an. Et avec ce véhicule, il serait capable de faire 5 ou 6 pleins par an. Donc c'est quand même des innovations majeures. Les Chinois ont réalloué leur capital et l'ont réalloué dans de bonnes conditions, ce qui permet aujourd'hui d'être en position de force pour se développer et évidemment aller un petit peu plus loin. Le troisième point qui est quand même assez important reste celui de l'utilisation de ces excédents commerciaux. On n'a jamais vu un pays avec 1000 milliards d'excédents commerciaux qui n'a pas une économie interne florissante, qui n'a pas un développement majeur de ses activités internes. Autrement dit, normalement, vous êtes un Chinois, vous devriez consommer massivement en interne et arrêter d'investir à l'étranger. Vous devriez relancer le marché de l'immobilier, vous devriez relancer le marché de la consommation, vous devriez consommer davantage en interne et moins en externe. Je précise mon propos parce que ce point-là est très important dans l'analyse de la Chine d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que les Chinois ont réussi cette capacité à devenir, contre toute attente, de manière assez logique, mais c'est classique, puisque en tant qu'occidental, on a toujours sous-estimé les orientaux. Pour l'histoire nous l'a montré, elle nous l'a notamment montré dans la guerre d'Indochine, dans la guerre du Vietnam. On a toujours sous-estimé les asiatiques et les pays orientaux. C'est un classique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les Chinois, avec leur niveau de précision de produits, avec leur niveau d'excédents commerciaux, ils ne devraient pas avoir une part de l'export aussi fort. Je m'explique, vous êtes aujourd'hui, on sait que BYD vend davantage de voitures BYD
à l'étranger qu'il en vend en Chine. On sait aussi qu'aujourd'hui, les Chinois achètent davantage d'immobilier à l'étranger qu'ils en achètent aujourd'hui en Chine même. Pourtant, si vous avez de l'argent, la première chose que vous allez faire, sachant que la Chine est une population de 1,4 milliard d'habitants, c'est d'aller consommer sur place, c'est d'aller au restaurant, c'est d'aller au spectacle, c'est d'aller acheter une résidence secondaire proche de l'océan ou proche de la mer en l'occurrence. C'est de vous acheter des voitures toujours un peu plus haut de gamme, de vous donner du confort. Ça, ce n'est pas fait. Alors même qu'il y a aujourd'hui un excédent commercial notable. Mais pourquoi ? Parce que pendant des années, les Chinois n'avaient pas une confiance forte dans leur leader. Imaginez, vous êtes un Chinois, vous êtes un entrepreneur, vous voulez connaître les règles du jeu. Bon, les règles du jeu sont pas toujours très claires en Chine, ou en tout cas elles ne l'étaient pas. Vous êtes Jack Ma, le patron d'Alibaba, vous voulez introduire en 2020 Ant, sa filiale de moyens de paiement, vous avez un mot un peu trop haut par rapport au Parti communiste et vous disparaissez je ne sais pas où pendant je ne sais pas combien de temps pour revenir avec probablement quelques séquelles psychologiques. Vous avez peur qu'on vous prenne vos actifs. Vous avez peur qu'on vous les confisque. Vous savez pas trop quelle va être la stratégie qui va être mise en Chine parce que quelque part vous vous dites et si se reproduisait Tiananmen en 1980 quand le gouvernement chinois avait massacré les étudiants. Donc qu'est-ce que vous faites en tant que Chinois pour comprendre pourquoi aujourd'hui les Chinois malgré des excédents commerciaux majeurs ne consomment pas en Chine? Vous allez acheter de l'immobilier en Europe, vous allez acheter de l'immobilier au Canada, vous allez acheter de l'immobilier aux États-Unis parce que quelque part vous vous dites si jamais il y a un problème je vais être capable, moi, personnellement, de pouvoir d'avoir mis à l'abri ma famille. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, les Chinois investissaient tellement dans l'immobilier au Canada, et notamment à Vancouver, que Vancouver s'appelle Vancouver, parce qu'il y a une communauté chinoise qui est très forte. Mais ça, c'est en train petit à petit de se réguler et de se réduire. Parce que en 2021, la Russie envahit l'Ukraine. En conséquence, les États-Unis décident de geler une partie des encours russes qui sont détenus en Europe, de leur confisquer une partie de leurs actifs immobiliers. Et donc tous les pays émergents, y compris la Chine, se sont dit quoi ? Moi, pendant des années, j'ai toujours pensé que mes actifs à moi étaient davantage protégés dans des pays occidentaux, et notamment au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, parce que quelque part, dans ces pays-là, il y a une règle, c'est que on respecte le droit de propriété et que quelle que soit la nature, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, quelles que soient les pensées politiques, on protège vos actifs. Et puis, en 2021, le message qu'on a envoyé à ces pays-là, c'est « sauf si vous êtes russe ». Donc, les Chinois se sont posé la question, se sont dit « mais du coup, ça veut dire que ce que moi j'avais fait comme investissement, possiblement, je peux ne pas en avoir pour ce que je voulais, c'est-à-dire une sécurité juridique. » Et donc, on se retrouve à ce moment-là avec des Chinois, et on est en train de se retrouver avec des Chinois qui, petit à petit, vont liquider certaines positions et rapatrier certains capitaux, parce qu'il y a de l'immobilier, mais il y a aussi du financier, vont rapatrier certains capitaux des États-Unis, du Canada, avec ce qui s'est passé avec Trudeau. Rappelez-vous, en plein Covid, Trudeau, il a gelé les comptes, le dirigeant politique canadien, il a gelé les comptes, ça lui a coûté sa place d'ailleurs, il a gelé les comptes des transporteurs canadiens qui faisaient grève, il a gelé les comptes de ceux qui ont aidé les transporteurs canadiens. Donc vous étiez une infirmière qui avait 25 ans ou 30 ans et vous aviez donné 100 balles ou $100 à un chauffeur canadien qui a fait l'équivalent des gilets jaunes chez nous, et bien vous vous retrouviez avec vos comptes bloqués, avec ce que ça peut impliquer. Donc tous les Chinois, ils ont vécu ça. Et donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a massivement des actifs qui sont en train de partir de nos pays, donc du Canada, des États-Unis, de l'Europe, pour revenir en Chine. Donc on a d'un côté la Chine qui est en train de créer les conditions économiques d'une reprise et d'un développement. On a de l'autre côté des capitaux qui petit à petit sont en train de revenir en Chine. Donc on a une économie saine parce qu'aujourd'hui on est moins investi sur l'immobilier. L'immobilier n'est pas producteur de valeur. À la fin de la journée, vous avez beau investir dans un pays
15 millions ou 15 milliards ou 15 trillions de dollars, d'euros dans de l'immobilier, il y a toujours la même quantité d'immobilier. Vous n'avez pas créé de la valeur. C'est pas comme Internet, c'est pas comme les télécommunications. Vous n'avez pas changé quelque chose, vous n'avez pas fait une disruption. Donc les Chinois, ils ont créé ces conditions-là en attirant des capitaux dans des industries productrices et efficaces. Donc aujourd'hui, ils ont la force de frappe pour développer BYD, pour développer les lignes aériennes. Ils ont en plus, de par ce qui s'est passé, et je le juge de manière factuelle, puisque vous savez que dans cette émission-là, il y a 2 règles. La première, c'est que c'est pas un conseil en investissement, ce qui n'empêche pas de partager des idées, d'agiter des idées. Et la deuxième, c'est qu'on fait pas de jugement de valeur. On raisonne de manière objective, de manière efficace, et comme dirait ma grand-mère Juliette, on est froid comme des calamars. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On a les Chinois qui ont perdu un peu la confiance dans le monde occidental et dans nos pays, alors qu'ils subventionnaient généreusement nos immobiliers, subventionnaient généreusement notre dette, et petit à petit rapatrient leurs capitaux. Et sur le point de la dette, ce qui est important, c'est que là où les Chinois allaient investir massivement, par exemple à Vancouver, dans l'immobilier, le volet financier de ce côté-là, c'est-à-dire le volet financier de j'ai de l'argent, il n'est pas en sécurité en Chine, je vais le mettre ailleurs. Où était ce volet-là ? Il était dans les obligations d'État françaises et dans les obligations d'État allemandes, américaines. Donc, on a d'un côté un pays qui est en train de créer les conditions économiques d'une croissance, et de l'autre côté, on a un pays, on a des capitaux qui sont en train de revenir pour justement alimenter cette croissance. On a ce qu'on appelle en économie un scénario à triple mérite, c'est-à-dire que j'ai des taux d'intérêt faibles, c'est témoin d'une certaine économie et d'un côté sain. J'ai des capitaux qui arrivent et en plus j'ai la technologie qui va bien et qui va permettre de soutenir la Chine. Donc aujourd'hui, la politique chinoise de réallocation du capital a clairement fait de la Chine quelque chose en position de force. Et ça, c'est très important. Dernière partie de cette émission qui est décisive, c'est oui, mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'en tant qu'investisseur dans BYD, dans Alibaba, dans Trip.com, dans Pinduoduo, qu'est-ce qui me fait dire que quand même mon investissement dans ces sociétés cotées-là pourrait être positif? Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, j'animais une formation avec des professionnels, donc des gens qui sont dans le métier de l'investissement. Et je leur posais la question suivante: savez-vous quel est le marché financier qui a le plus performé en 2024? Et là, silence dans la salle. J'ai entendu les États-Unis, j'ai entendu la Suisse, j'ai entendu le Venezuela. Enfin bref, tout le monde disait un peu des trucs bizarres. Eh bien, notez quelque chose, c'est le marché chinois. C'est-à-dire que si vous étiez investi en Chine l'année dernière, vous avez en moyenne pris 30% sur les marchés cotés. Et il est très fort probablement, il y a de très fortes probabilités que ça continue. Pour 2 raisons. La première, c'est que, qui est historique, et il faut revenir à ce qu'est vraiment la Chine. La Chine, c'est comprendre qu'à partir du moment où vous avez 1,4 milliard de personnes qui sont pas contents, c'est pas facile à gérer. En France, on est à peu près 60 millions. Quand on n'est pas content, ça fait du bruit. Mais imaginez 1,4 milliard de personnes qui sont pas contents. La dernière fois que ça s'est produit, la dernière fois que c'est arrivé, ça a donné le massacre de Tiananmen. Ça a donné des chars et des tanks qui tirent sur des étudiants, l'équivalent d'étudiants de Sciences Po, l'équivalent d'étudiants de HEC, l'équivalent d'étudiants de Assas. On leur a tiré dessus en 1980. Et beaucoup de chefs d'État, de membres de la direction chinoise qui sont aujourd'hui au pouvoir, se souviennent de ce moment-là. C'était en 1980. C'était il y a une quarantaine d'années. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est très important. Et donc, pourquoi le marché coté chinois, quel est le lien entre le fait que le marché coté chinois pourrait monter et continuer à monter et cet épisode de Tiananmen? C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grosse proportion de la population chinoise qui est mécontente. Parce que quand les Chinois ont réalloué le capital des banques vers de l'immobilier, vers l'industrie, vous avez toute une portion de population,
26-41 ans, qui s'étaient endettés comme pas possible. C'est ce qu'on appelle les millénials, qui ont acheté de l'immobilier au plus haut et qui aujourd'hui sont en perte. Alors, théorique, mais qui sont en perte. C'est-à-dire que vous avez acheté un appart 100 il y a quelques années, en Chine aujourd'hui il vaut 40, peut-être 50. Donc vous n'êtes pas content. Donc une des techniques que pourraient faire les Chinois, c'est de dire remontons les marchés financiers chinois, donnons des éléments pour que les marchés chinois remontent et permettons à ces millénials de se refaire, littéralement. Et c'est vrai que on notera avec un intérêt tout particulier que récemment, ni vu ni connu, un peu à la chinoise, les Chinois ont été marqués par l'art de la guerre. Alors pas l'art de la guerre, le livre, mais ont été marqués par cette approche de Mao Tse-tung sur les guérillas urbaines, attaquer là où l'ennemi ne nous attend pas, cacher son jeu. Donc quelque part, c'est assez normal quand on connaît la civilisation chinoise, ou en tout cas quand on connaît l'empire chinois, qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont caché leur jeu. Mais les Chinois, sans rien dire, ils ont fait apparaître une loi dans laquelle aujourd'hui, ils limitent les bonus dans le secteur de la finance de marché à $400 000 par an. Rappelez-vous, le scandale des années 2000, des années 2008, 2010, 2020, de 2008 à 2020, quand pour relancer l'économie aux États-Unis, et pour relancer l'économie aux États-Unis, les Américains avaient fait des quantitative easing, c'est-à-dire avaient donné de l'argent et créé de la monnaie, et que aux différentes institutions, banques et autres, pour justement relancer l'économie, et que cet argent était arrivé dans les marchés financiers et avait permis à des banquiers de devenir multimilliardaires. Alors que c'était pas l'objet. L'objet, c'était attribuer de l'argent à des investisseurs, à des banques, à des entreprises pour qu'elles se relancent. Donc ça, c'est très important parce que quelque part, cette loi-là, elle est cohérente avec l'attitude de la Chine aujourd'hui, à savoir un pays qui veut se développer et continuer à se développer. Donc, il y a tout intérêt à ce que les marchés financiers chinois se développent. Alors après, c'est pas l'objet de cet échange-là, ça sera l'objet d'un échange, on vous expliquera qu'est-ce qui pourrait être les marchés à favoriser. Et pour conclure, parce qu'on serait pas assez complet si on le disait pas, est-ce que la guerre tarifaire entre la Chine et les États-Unis va-t-elle vraiment provoquer une baisse des marchés financiers chinois? Eh bien, en fait, il faut revenir au sujet qui est il faut revenir à un des points que je vous ai dit dès le départ, qui était le point de dire aujourd'hui, 80% des produits qui sont vendus par Walmart sont des produits chinois. Donc difficile pour les États-Unis, mis à part hurler et faire un peu d'intox, d'être capable de faire des tarifs douaniers. Il est très probable que la négociation soit la suivante, c'est-à-dire que d'un côté Trump dise écoutez, vous allez réévaluer le yuan, c'est-à-dire vous allez amener la monnaie chinoise à s'apprécier face au dollar pour que les produits américains apparaissent facialement moins chers à l'export que les vôtres. Vous allez installer des centrales, des usines de production de BYD, de Xiaomi, de Bodyseng, de tout ce que vous voulez. Vous allez les installer aux États-Unis pour relancer l'emploi au Connecticut, en Arkansas, en Oklahoma, au Kentucky, en Utah. Vous allez, s'il vous plaît, continuer à subventionner nos obligations d'État américaines. Vous allez mettre un petit 1000 milliards à peu près pour qu'on continue à financer notre déficit le temps qu'on le règle. Et de l'autre côté, les Chinois vont probablement dire « Ok, dans ces conditions-là, vous allez, s'il vous plaît, arrêter de nous vendre arrêtez de vendre à Taïwan des armes de précision. Dans ces conditions-là, vous allez faire quelque chose pour nous également. Vous allez nous laisser développer les semi-conducteurs et probablement œuvrer pour que la paix entre l'Inde et la Chine continue à être favorable. Vous aurez bien vu que dans ce deal-là, il n'y a pas d'Europe. Vous aurez bien vu que dans ce deal-là, la Chine, certes, elle réapprécie un peu son yuan, c'est-à-dire que certes, pour elle, ce sera un peu plus dur à l'export, mais elle s'en fout un peu dans la mesure où elle a un marché intérieur et des capitaux qui sont en train de revenir pour consommer et que de toute façon, même si le yuan se réévalue, elle pourra peut-être moins vendre en Europe, mais confère point 1, elle a la population intérieure pour déverser ses produits
Et point 2, de toute façon, l'Europe est plutôt en train de rentrer en récession et n'aurait de toute façon pas acheté ses produits. Donc pour ces raisons qui sont ici et qui sont exprimées, eh bien vous comprendrez que se passe-t-il en Chine, puisque c'était l'objet de cette réunion. Eh bien que se passe-t-il en Chine ? Probablement qu'en Chine est en train de se créer et de perdurer les conditions économiques d'une croissance durable perpétuelle. Et après tout, si les marchés sont l'incarnation et finissent toujours par révéler la vérité dans l'économie, je laisse chacun des auditrices et auditeurs se poser la question, les marchés financiers chinois vont-ils augmenter dans les prochains mois, les prochaines semaines et les prochaines années ? Vous avez déjà la réponse. C'était Fabien Giroud en direct de Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Restez en ligne. Pour vous, on a un planning aux petits oignons. On continue à 13h avec La Nature et vous, avec l'excellente Sandrine. Et puis à 18h15, vous retrouverez le grand bain de l'écho avec Benjamin qui reçoit, roulement de tambour, Pascal Barcella, le président de Savoie Expo. Moi, je sais ce que j'ai prévu pour le reste de ma journée. À très vite.